pratique, et il y a l'émotion. Et je pense que vous avez transmis cette émotion et celle de vos proches à travers vous. Et je vous en remercie beaucoup et de votre vraiment dévouement. Et je salue notamment Mme Jaronski qui me supporte à attendre dans ma salle d'attente régulièrement, à accompagner les patients. Et je pense que c'est énorme pour eux. Donc bravo, merci beaucoup. Et merci à tous. Je voudrais remercier aussi de leur dévouement parce que bon, on a félicité Marie-Claude et je pense que toute cette réunion n'aurait pas eu lieu sans toi et toute l'équipe d'organisation que je remercie. Je salue également une qui est en train de causer en face de moi et qui ne m'écoute pas, mais mon amie Françoise Ganato, parce que je pense qu'il faut imaginer le dévouement et l'implication dans la vie de tous les jours de Françoise, et je pense qu'on ne mesure pas le travail que tu as fait de classification des mésothéliome, est-ce que ça peut avoir comme impact pour notre travail tous les jours et pour les patients et pour la recherche. Donc, merci à toi. Bon, donc maintenant, quelques mots rapidement pour vous donner un peu des informations sur le réseau Mésocline, où on en est, en bien ou en mal, parce qu'il faut le dire, hein, des fois on n'est pas bon. Et je me suis fait sonner à les cloches à juste titre par certains, y compris mes collègues à juste titre. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, donc, pourquoi on a fait ce réseau? Je vous rappelle, hein, vous connaissez la maladie, en gros, avec tous ces défauts qu'on a repris depuis maintenant 2 jours. Donc, pour tous ces déceptions qu'on avait, une maladie très agressive, surtout liée à l'amiante, mais avec beaucoup d'inconnus d'ailleurs qu'on ne connaissait pas bien, ça, même si c'est une tumeur rare, on sait qu'elle est malheureusement encore croissante, et en tout cas, on ne voit pas diminuer le nombre de malades, ça c'est clair pour l'instant. On a cette médiane de survie qui a été longtemps bloquée autour de 13 mois sous traitement, puisqu'il y a aussi des gens qui ne sont pas traités. Et donc maintenant, toutes ces nouveautés à venir, on a voulu, devant tous ces éléments, donc répondre à une appel d'offres de l'INCa en 2011 qui constituait des réseaux cancers rares, et donc on a été accepté en 2012. Et donc tout doucement, on a mis en place les choses, bon, sachant que ça s'est fait sur le bénévolat, parce que bon, si l'INCa donne un petit peu d'argent pour organiser les choses, c'est surtout ça repose sur des gens. Je veux remercier, il y a aussi mon ami Eric qui est pas là, mon assistant Eric qui est pas là et qui a fait un travail fantastique depuis plusieurs années. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme but, hein, parce que l'INCa nous a quand même mis un beau cahier des charges en face de nous, et je vais essayer de... je ne vais pas les reprendre tout de suite, je vais reprendre sur la dia suivante. Donc, il y a toute une série de centres qu'on a mis en place. Donc, c'est coordonné à Lille, mais également par Françoise de Pimbec-Barthes sur Paris. Et donc, on a plusieurs centres qui ont été mis. Je remercie tous ceux qui s'impliquent dans chaque centre pour essayer de faire vraiment un centre de recours qui puisse être accessible aux patients, même si on a encore des imperfections. Je passe à la dia directement, comme ça c'est plus simple. Je vais reprendre un petit peu chaque objectif rapidement et vous expliquer où on en est. Donc, le premier objectif qu'on avait, c'était d'organiser un réseau de centres experts régionaux pour le mésothéliome. Donc, j'ai mis en orange ce qui va à peu près, en vert ce qui va et en rouge ce qui ne va pas du tout. J'espère que ça restera libre, sinon je le dirai pour vous. Donc, le réseau, globalement, vous avez vu sur la carte, il est en place. Hein, donc, il y a des centres qui sont reconnus, qui sont validés, qui ont des outils. Il y a des centres mieux organisés que d'autres. Je ne citerai pas les mauvais, je citerai surtout les bons. Donc, on a cité celui de Paris-Créteil qui tourne très très bien, qui est un modèle du genre. Il y a celui de Lyon qui tourne bien. Il y a nos amis marseillais aussi qui ont bien avancé. À Lille, j'espère qu'on se débrouille pas trop mal. Et il y a, je le sais par les associations, certains qui ont eu un peu plus de mal. Et donc, je salue parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des jeunes médecins qui sont arrivés maintenant, qui prennent le relais dans certains centres. Notamment, j'ai vu le docteur Chenet pour le centre de Nantes, qui va prendre le relais et qui sera notamment en réponse aux questions qu'on avait des associations d'absence de correspondants bien identifiés. Donc, je la remercie de son implication pour ça. Bon, encore des choses à faire, des petits moyens aussi à mettre en place, mais globalement, ça se fait. Le recours à des avis d'experts nationaux et régionaux et l'accès aux innovations diagnostiques et thérapeutiques. Donc globalement, cet avis d'expert est désormais accessible au niveau régional. Au niveau national, c'est un peu le point suivant, enfin un des points suivants, on a eu du mal parce que en fait, on a perdu plus de 2 ans en démarches administratives de marché public, de CNIL, d'autres joyeusetés françaises pour essayer d'avoir le droit de créer les outils nécessaires. Bon, finalement, quand on l'a fait, on avait perdu la première boîte privée qui devait nous aider, qui a coulé. On en a donc eu droit à une deuxième et qui malheureusement n'a pas fait le job. Et donc on est arrivé à un échec et on a donc dû stopper le contrat avec eux. Donc malheureusement c'est le point noir, le gros point noir de Mésocline, c'est qu'on n'a pas pu remettre en place l'outil de RCP et la base de données qui allait avec nationale. Et donc on va repartir sur des bases, je vais y revenir après, sur d'autres bases.
Donc la stimulation de la recherche, je dirais c'est le point vert, et il est illustré ici, je pense pendant ces 2 jours. On a vraiment réussi à créer une dynamique, je pense, de recherche fondamentale, translationnelle et clinique, avec des essais qui sont vraiment mondialement reconnus en France. Et ces essais sont connus par leur qualité et parce qu'ils ont pu apporter à la prise de charge des patients, mais surtout parce qu'il y a eu une vraie dynamique entre tout le monde, les associations, les patients, les proches, les médecins et puis tous les médecins, même dans tout petit centre, là pour le coup, ils se sont mobilisés pour qu'on puisse répondre vite à une question, qu'elle soit parfois positive ou négative comme proposition de traitement, mais au moins on a su y répondre et avancer et passer à autre chose quand ça n'était pas efficace. Et donc franchement, vous avez vu quelques résultats qui sont vraiment positifs. Et c'est d'autant plus important que l'industrie privée, il y a quelques représentants ici, nous fait d'autant plus confiance qu'on est capable de rendre vite et bien des résultats. Et quand on le fait, eh ben, ça nous permet d'avoir plus vite que dans d'autres pays les nouveaux traitements qui arrivent. On a eu plutôt d'autres immunothérapies, on a eu plutôt d'autres traitements ciblés qui ont marché, de certains qui n'ont pas marché d'autres, mais en tout cas on a pu proposer des choses, et je pense quand vous parliez tout à l'heure d'explication et d'espoir qu'on peut donner aux gens, les gens sont très bien conscients quand je leur explique des essais cliniques, ça peut marcher, que ça peut ne pas marcher, mais en tout cas, ils sont contents parce qu'on se bat avec eux pour essayer de leur proposer quelque chose et pas en rester aux vieilles recettes en se disant bah tant pis, c'est tout, ou alors on fait rien. Donc ça, c'est un élément quand même positif à savoir aussi de notre mobilisation. Alors, améliorer les connaissances spécifiques concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement du mésothéliome. Donc là, on pêche parce qu'on n'a pas su mettre en place la base de données pour vraiment avoir des données exhaustives. Il y a des bases de données, heureusement, régionales ou locales qui ont permis d'avancer avec nos amis chercheurs, mais donc il y a encore des choses à faire. Mais globalement, ces journées sont, à mon avis, une façon d'améliorer les connaissances médicales, scientifiques, mais connaissances humaines, et je vous en remercie encore, parce qu'on sait, on en a parlé régulièrement avec l'Andeva, avec les autres associations, qu'un des grands combats, c'est de former nos jeunes et former nos collègues à effectivement l'annonce du diagnostic, à l'annonce des bonnes et des mauvaises nouvelles surtout. C'est parce que, comme je dis toujours à mes jeunes, le plus dur, c'est pas automatiquement d'annoncer le diagnostic, c'est d'annoncer quand on arrête les traitements, quand on passe au stade palliatif avec certains patients. Donc ça c'est très important et il faut continuer là-dessus sur cette part universitaire. Renforcer la diffusion des bonnes pratiques pour la prise en charge du mésothéliome à l'usage des professionnels, du patient et du grand public, c'est une clé importante, c'est le fait d'avoir des recommandations qui sont suivies par tout le monde. Et donc ça, on a pu y travailler efficacement au niveau national et au niveau donc actuellement européen. On est en train de chaque fois on réactualise les recommandations et surtout on les diffuse pour que les pratiques soient les mêmes. Je pense qu'effectivement, ce que vous avez dit est important. Il faudrait que tout le monde prenne l'habitude de demander un avis au centre expert, mais il faut qu'on fasse comprendre à nos collègues et à nos malades que ça ne veut pas dire automatiquement qu'ils ne seront plus jamais traités dans un petit centre près de chez eux. Au contraire, il y a beaucoup de malades, quand on a fini d'exposer tous nos super médicaments, ils nous disent « Ok, mais j'aimerais bien être suivi près de chez moi, surtout si on a affaire à des personnes âgées. » Ce n'est pas opposable, c'est simplement, au moins, ils ont eu la palette de choix. Et s'ils décident au final qu'ils veulent faire une chimio simple près de chez eux, et ben c'est leur choix. Ça peut être un très bon choix, puisqu'il faut mettre toujours dans la balance le rapport bénéfice, qualité de vie, risque pour le patient. Et quand on a mis en place tous ces éléments qui sont vraiment la clé de notre conversation de confiance avec le patient, eh bien le choix peut parfois être effectivement d'être traité près de chez soi dans un petit centre avec une chimiothérapie hors essai. Enfin, contribuer aux travaux de l'INBS dans le cadre de la déclaration obligatoire et améliorer la connaissance des risques. Bon, là, il y a encore du boulot également, mais on a essayé d'avancer, même si, bon, malheureusement, le blocage de la base de données nous a un petit peu limités, mais je crois que ça avance tout doucement. Alors, je finis juste, parce que vous en avez parlé un petit peu. Alors, j'en ai ramené juste quelques exemplaires, puisque le but était d'avoir une version sympa à regarder et à lire pour que les gens puissent nous donner leurs premières impressions. Alors, tout le monde ne pourra pas l'avoir parce que j'en ai ramené une 15-20 à peu près, mais ceux qui le souhaitent, je peux envoyer également le PDF. Donc c'est la première version de cette brochure qui s'appelle « Vivre avec un mésothéliome pleural malin », qui est une brochure à destination des patients et de leurs proches, et je dirais, en réponse à une remarque tout à fait justifiée qu'on m'a faite, probablement aussi à leurs médecins généralistes, qui n'ont pas toujours accès à nos réunions et qui n'ont pas toujours accès aux informations même de base sur cette maladie. Donc c'est un ouvrage, je dirais, de vulgarisation pour tout le monde, mais c'est surtout quelque chose qu'on puisse remettre tout de suite au patient lors de la consultation et à ses proches, pour qu'il ait pas mal d'informations. Vous allez voir, je vous passe juste rapidement, mais je ne détaille pas, évidemment, je vous rassure, un petit peu ce qu'on va
et dans l'autre sens, évidemment. Donc on va y retrouver des choses comment, qu'est-ce que c'est la maladie, on va expliquer ce que c'est que la maladie, comment la diagnostiquer, les signes cliniques, toute l'imagerie, enfin tout ce qu'on a vu depuis 2 jours. On va retrouver également l'étape suivante qui est comment on fait le bilan de la maladie, son extension, et puis on va voir les traitements, donc à travers la réunion de concertation pluridisciplinaire, on va expliquer ce que c'est qu'un essai clinique, un peu le rationnel des principaux essais cliniques qui a lieu actuellement. Donc c'est un ouvrage qui devra être réactualisé régulièrement avec votre aide, tous médecins, chercheurs et associations et malades. On va y voir aussi, et ça c'était une forte demande, je sais, des malades, des associations, aussi pas seulement les traitements extraordinaires qu'on a vus depuis 2 jours, mais aussi les choses de base que sont les soins de support, les soins palliatifs, la prise en charge, des choses simples et la reconnaissance.